Des données de l'Institut canadien d'information sur la santé ont mis en évidence des points chauds en matière de soins de santé, révélant sans surprise que les personnes qui ne parlent ni anglais ni français sont 30% plus susceptibles de subir un événement indésirable pendant leur séjour à l'hôpital. Quand on leur prescrit un traitement, par exemple, ils vont pas le suivre parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur donnait comme médicament, ils n'ont pas compris le sens de ces médicaments-là. Ils vont avoir moins de suivi, ils vont pas revenir dans les centres de santé parce qu'ils sont pas satisfaits des consultations qu'ils ont. On observe également des taux plus élevés de préjudice chez les personnes qui n'ont pas obtenu leur diplôme d'études secondaires et chez les patients âgés. Il s'agit d'une analyse de ce que l'on appelle l'équité en matière de santé dans les soins médicaux, un nouveau microscope permettant d'analyser puis de résoudre ces problèmes. Ce qu'on sait, c'est qu'un interprète formé va résoudre les problèmes de communication. Vous allez justement, tous ces préjudices qu'on listait tout à l'heure, le fait que la personne ne comprend pas ce qui se passe dans la consultation, ça va disparaître. Le fait qu'il ne va pas suivre son traitement, ça va disparaître. Il va comprendre son traitement et va continuer à le prendre. Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada, la plateforme qui vous fournit de véritables expériences sur des sujets de santé qui comptent pour nous tous. Ici, Ali Agnan, l'animatrice de cette conversation. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'ICIS, mais il s'agit d'un échange ouvert. Et cet épisode examine les erreurs médicales sous un angle nouveau et montre comment des informations cruciales peuvent être perdues lors de leur interprétation. Alors, nous avons le docteur Yvan Leanza qui se joint à nous aujourd'hui. Dr Leanza est professeur titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval à Québec, où il enseigne la psychologie et l'intervention interculturelle. Il y dirige également le laboratoire Psychologie et Culture. Ses recherches portent sur l'intervention en contexte de diversité qui s'organise autour de deux objets principaux, le rapport à l'autre et le travail avec interprète. Bonjour, Dr Leanza, bienvenue au balado. Merci, bonjour. Alors, l'ICIS a mené des études sur la santé et l'équité et je constate que vous avez beaucoup travaillé dans ce domaine. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine, Dr Leanza? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, je dirais, c'est personnel. Je suis moi-même un produit interculturel. J'ai un papa italien, une maman suissesse. Et j'ai été confronté dès ma naissance, dès mon enfance, au fait d'être différent, d'être minoritaire dans une société majoritaire. Donc c'est intrinsèquement en moi de réfléchir à ces questions-là depuis très très longtemps. Puis je dirais aussi dans mon parcours, j'ai choisi de faire de la psycho comme étudiant. Et puis je me posais toujours des questions sur comment est-ce qu'on intègre justement les différences, la diversité, dont je faisais partie. Et j'ai eu un cours de psycho interculturel qui était donné par le professeur Dazen à l'époque à l'Université de Genève et qui est devenu après mon directeur de thèse. Mais au moment où j'ai suivi son cours, j'étais loin de penser faire une thèse. Mais c'était vraiment comme une révélation de penser la psychologie ou la science, plus généralement, en tenant compte des questions de diversité et évidemment d'inégalité quand on pense à l'intervention. Puis après, dans mon parcours de recherche, quand j'ai choisi un sujet de thèse, je me suis dit, je vais m'intéresser à l'accueil de la diversité dans les institutions de santé. Et j'ai été observer des pédiatres qui recevaient des familles migrantes, avec les enfants et tout. Et je me suis dit, pour faciliter les choses, je vais prendre les consultations où il y a un interprète qui est présent. Ça va être plus facile pour moi pour comprendre ce qui se passe. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point, non seulement il y avait des enjeux culturels, bien entendu, mais aussi linguistiques, et à quel point c'était central. C'était vraiment naïf de ma part de penser que l'interprète, il allait juste être là pour me faciliter la compréhension, mais il avait d'autres façons, d'autres positionnements, d'autres choses qui facilitaient la communication. Et donc, ça m'a accroché, et je suis resté accroché à ça depuis mon travail de thèse. Parfait, merci. Docteur Leanza, l'une des principales conclusions de ce rapport de l'ICIS est que la langue maternelle d'un patient peut l'exposer à des risques à l'hôpital, car il peut ne pas être en mesure d'exprimer ses symptômes ou même de comprendre les traitements. Et plus précisément, l'ICIS a constaté que les personnes qui ne parlent ni anglais ni français
courent un risque 30% plus élevé d'être victimes d'un événement négatif ou dangereux pendant leur séjour à l'hôpital. Quel type de préjudice avez-vous constaté dans vos recherches? Moi, j'ai pas mené de recherche précisément là-dessus, mais il y a un corpus de recherche assez impressionnant sur ce type de préjudice, comme vous dites, que peuvent subir les personnes qui ne parlent pas la langue de l'institution à laquelle ils s'adressent, et l'institution de santé en particulier. Alors ça va des choses assez simples. Déjà, juste, la première chose, c'est d'avoir les bonnes informations. Quand on appelle l'institution pour confirmer un rendez-vous ou savoir où est le rendez-vous, des choses comme ça, eh bien, déjà là, il y a un obstacle. Donc ça c'est pas trop dramatique. On peut peut-être trouver les informations par ailleurs, mais c'est la première couche, je dirais. C'est quelque chose d'assez simple. Mais peut avoir des coups plus dramatiques. On sait par exemple que les messages de prévention se rendent pas aux personnes qui ne parlent pas ou ne parlent pas la langue des institutions de santé. Donc ils sont beaucoup plus à risque. Le risque qu'ils aient des comportements toxiques ou qu'ils aient des comportements à risque augmente énormément parce qu'ils n'ont pas les messages de prévention. Quand on leur prescrit un traitement, par exemple, ils vont pas le suivre parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur donnait comme médicament. Ils n'ont pas compris le sens. Ils n'ont pas compris le sens de ces médicaments-là. Ils vont avoir moins de suivi. Ils vont pas revenir dans les centres de santé parce qu'ils sont pas satisfaits des consultations qu'ils ont, puisqu'ils comprennent pas ce qui se passe. Ils sont pas satisfaits, donc ils ne reviennent pas. Et ils vont avoir moins accès à des spécialistes aussi. On va moins les référer à des spécialistes. Ça, c'est plus des enjeux de discrimination d'ailleurs. Mais parce qu'on estime que de toute façon ils comprendraient pas. Donc ça, c'est quand même un autre problème. Ça, c'est déjà une autre couche. On les met plus à risque pour ça. Et après, ça peut être encore plus dramatique. On va faire des mauvais diagnostics. On va prescrire des mauvais médicaments ou des examens mauvais ou inutiles. On va les hospitaliser plus longtemps. Vous disiez que c'était un des résultats que vous avez trouvé. On va les hospitaliser plus longtemps. Et on va les hospitaliser pour des raisons complètement inutiles. Il y a deux études que j'aime beaucoup. Une qui est déjà très ancienne, à peu près 30 ans, qui a montré que, ça c'était aux États-Unis, qui a montré que un même problème, c'est une fracture d'un os long. On va donner moins de médicaments analgésiques, moins d'antidouleurs à des personnes qui parlent pas la même langue que le professionnel de la santé, alors que pour les patients, alors qu'on va donner plus d'antidouleurs à des patients qui parlent la même langue. Donc c'est comme si on prenait moins au sérieux la douleur si la personne ne parle pas la même langue que l'intervenant. Ça c'est un résultat terrible. Et une autre étude que j'aime beaucoup qui s'est faite en Suisse, celle-là montre que pour des services psychiatriques, on va avoir des mesures coercitives plus importantes pour les personnes, pour un même diagnostic, encore une fois, pour les personnes qui ne parlent pas la langue de l'institution. Donc on va faire des hospitalisations forcées plus fréquemment, et on va aussi leur donner des médicaments alors qu'ils veulent pas les prendre de façon forcée, parce que la loi le permet, pour les calmer, les apaiser, mais alors qu'ils ne veulent pas. Et on va le faire beaucoup moins avec les personnes qui parlent la langue de l'institution. Donc, ça m'étonne pas trop que l'ICI s'est trouvé des choses qui vont dans ce sens-là. Ça fait 50 ans qu'on montre ce genre de choses. Malheureusement. En effet, beaucoup de préjudices. Et qu'est-ce qui est nécessaire, compte tenu de tous ces inconvénients et tous ces préjudices? Qu'est-ce qui est nécessaire en matière de communication dans le système de santé pour garantir la sécurité? Je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a d'abord le niveau institutionnel ou organisationnel. Il faut qu'il y ait des politiques sur les compétences interculturelles. Moi, je mettrais les enjeux de communication là-dedans. Ça veut dire que l'institution elle-même doit se préoccuper de ces questions-là pour diffuser le message que c'est quelque chose d'important. Et mettre en place par exemple des arbres de décision. Qu'est-ce qu'on fait quand un patient arrive et qu'on ne parle pas la même langue que lui? À qui est-ce qu'on s'adresse? Est-ce qu'on va chercher un interprète? Est-ce qu'on va appeler quelqu'un dans l'hôpital, par exemple? Ou est-ce qu'on utilise un appareil comme un téléphone pour faire de la traduction automatique? Ou est-ce qu'on parle avec les mains? On utilise du matériel préexistant avec des figurines ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut décider à l'avance et qu'on peut informer le personnel on peut former et informer le personnel pour dire voilà, il y a les outils qui existent. Dans telle situation, il faut que vous réagissiez de telle manière. Et ça diminue énormément les risques pour la personne qui vient consulter. Et puis, on peut aussi, bien entendu, ça c'est à l'autre niveau, former tous les intervenants aux compétences interculturelles et en particulier à comment travailler avec un interprète,
comment ne pas utiliser ça, parce que ça, c'est pas la bonne solution. La traduction automatique est extraordinaire, mais elle est très mauvaise pour des interventions en santé. Docteur Leonza, les préjudices causés aux patients ne sont pas seulement une question théorique, ils sont également très coûteux. Et certaines données montrent que le coût moyen d'une hospitalisation est plus de 4 fois supérieur à celui d'une simple intervention. Il s'agit donc d'une question financière autant que d'une question de sécurité des patients. N'est-ce pas? Alors moi, je pourrais pas vous donner un coût exact de combien ça coûte de pas parler la langue du patient, mais ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il y a les coûts directs et les coûts indirects. Alors le fait que les patients reviennent, par exemple, parce qu'ils sont pas soignés, parce qu'on répond pas à leurs demandes, on n'a pas réussi à faire un bon diagnostic, tout ça, ça coûte extrêmement cher au système. Et tous les préjudices que je vous ai listés tout à l'heure, à chaque fois, il y a un coût qui est associé. Alors, si vous les accumulez, puis que vous multipliez par le nombre de personnes qui ne parlent pas le français ou l'anglais au Canada, ça fait des milliards de dollars, j'en suis certain. Mais j'ai pas de recherche à vous montrer pour le justifier. Ce que je voulais rajouter à propos des coûts, c'est qu'il y a un préjugé très répandu parmi les professionnels de la santé et même parmi les gestionnaires des organisations de santé, qui est que faire venir un interprète, ça augmente le coût des consultations. Ça augmente le coût de l'intervention. Alors c'est vrai que ça augmente le coût un petit peu dans des coûts directs. Et il y a une étude qui a été faite par les collègues belges, une recension de la littérature, qui montre que ça augmente le coût de 0,5% à 1,5% selon la complexité des interventions. Cependant, ce qu'on oublie complètement, c'est que ça va diminuer énormément les coûts indirects, parce qu'il va y avoir moins d'hospitalisations inutiles, moins de tests inutiles, moins de consultations inutiles. Bref, on va économiser des millions après pour avoir augmenté de 0,5% la consultation. Donc je pense que ça, c'est vraiment important de le savoir. Très important, ça a du sens. Et puis, on gagne du temps sur plusieurs axes. Absolument. Donc pour moi, faire venir un interprète, c'est pas un coût, c'est un investissement. En effet, c'est le bon mot. C'est parfait. Vous faites de la recherche sur l'interprétation. Les hôpitaux utilisent des interprètes linguistiques. Docteur Leonza, comment cela contribue-t-il à éliminer le problème? Quand vous dites que les hôpitaux les utilisent, c'est vrai, mais partiellement seulement, hein, parce que il y a différentes façons de comprendre l'interprétation. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'un interprète formé va résoudre les problèmes de communication. Vous allez justement, tous ces préjudices qu'on listait tout à l'heure, le fait que la personne ne comprend pas ce qui se passe dans la consultation, ça va disparaître. Le fait qu'il ne va pas suivre son traitement, ça va disparaître. Il va comprendre son traitement et va continuer à le prendre. Il va y avoir moins d'hospitalisation, etc. Donc ça, c'est vraiment la solution la plus adéquate pour résoudre les problèmes de communication. Vraiment, vous dites que les hôpitaux utilisent. Oui et non. Certains hôpitaux ont des politiques pour ça et vont faire en sorte que leurs intervenants vont appeler des interprètes formés. Mais à ma connaissance, c'est pas la généralité, c'est plutôt l'exception. La généralité, c'est de se débrouiller. Les intervenants n'ont pas d'instruction particulière, donc ils vont pas nécessairement aller chercher un interprète formé, ils vont utiliser l'enfant qui est là avec sa maman, ou le voisin qui a accompagné la personne qui vient chercher de l'aide. Et on sait très bien que ce genre d'interprétation-là est mauvaise. Plus précisément, quel genre d'interprète faudrait-il pour améliorer la qualité et la sécurité de la communication? C'est ça, parce que l'interprétation, c'est un métier, c'est pas une activité bénévole sympathique qu'on fait comme ça, parce qu'on a envie de le faire. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le font de façon bénévole et qui le font de façon sérieuse à travers des organismes communautaires et tout. Malheureusement, ces personnes-là, même si elles ont beaucoup de bonne volonté, sont rarement formées à l'interprétation. Dans certains pays, il faut une maîtrise en interprétation pour pouvoir exercer dans un hôpital, par exemple. Or, au Canada, il n'y a pas vraiment d'obligation de formation. Ça, c'est la première couche. Il faut des interprètes formés. Maintenant, et les interprètes formés ne sont pas toujours disponibles. Alors, ce qu'il faut, c'est que les intervenants en santé, services sociaux, soient formés à travailler avec des interprètes, quel que soit le type d'interprète. Alors, s'ils ont à travailler avec un interprète formé, ça va être le plus facile. Mais s'ils doivent travailler avec
la voisine qui accompagne la dame qui a besoin d'aide, il y a des règles à suivre pour encadrer le travail de cette personne, pour encadrer l'interprétation que cette personne va faire. Ça s'improvise pas. Or, la réalité, c'est que la plupart des intervenants sont pas formés et improvisent et ils font un peu n'importe quoi et ils vont utiliser le téléphone en plus. Il faut qu'ils apprennent à hiérarchiser les ressources disponibles en matière d'interprétation. Le meilleur, c'est l'interprète formé. Ensuite, on peut prendre peut-être un proche ou un collègue, mais il faut s'assurer à bien cadrer ce qu'il est en train de faire. Et en troisième lieu, on peut utiliser la traduction automatique via un téléphone, en sachant que ça va faire l'affaire juste pour établir peut-être une relation rapidement, établir quel est l'enjeu autour duquel la personne vient consulter et faire un prochain rendez-vous avec un interprète cette fois-là, mais pas entrer dans une consultation complexe à propos d'un enjeu de santé. Malgré l'efficacité de la traduction automatique, ça marche principalement pour la traduction écrite, pour tout ce qui est oral et qui implique des éléments contextuels, émotionnels, qui sont pas nécessairement dits. La machine va pas comprendre tout ça et elle va traduire des choses qui vont venir complexifier ou même changer totalement le cours de la consultation. Donc il faut être très très prudent avec ces outils-là. Parfait. Et donc, parlant de technologie, vous l'avez mentionné tantôt, la traduction automatique. Y a-t-il un impact des technologies sur l'interprétation? Oui, je pense qu'il y a un impact dans le sens où justement la plupart des gens, et peut-être pense qu'un traducteur automatique fait l'affaire. Alors, c'est ce que je viens de décrire, ça fait pas l'affaire. Il n'y a pas beaucoup de recherche encore parce que la traduction automatique via l'intelligence artificielle est assez récente, mais les progrès sont fulgurants. Donc on a l'impression que c'est incroyable qu'on peut aller parler japonais alors on peut aller au Japon avec un traducteur et puis on va se débrouiller tout ça. Alors c'est peut-être vrai pour demander son chemin ou pour aller visiter un musée puis comprendre ce qui est en vitrine. Mais pour discuter, je sais pas moi, de problèmes de santé mentale qui font appel à des émotions complexes et à des situations très très complexes dans la vie quotidienne, il y a de fortes limites à la traduction automatique. Comme je vous le disais, en plus, si vous l'utilisez dans l'oral, parce qu'il y a des applications qui permettent ça, oui. La machine ne comprend pas ce qui est en train de se passer, elle ne fait que entendre du texte et traduire du texte. En effet, elle peut pas remplacer la présence humaine. Et cette subtilité-là, les sentiments qui sont transmis par la parole sans que ça soit nommé, mais qui est l'infratexte, elle ne le perçoit absolument pas. Et ça peut avoir des conséquences très graves sur la communication et sur ce qu'on décide pour la personne qui vient consulter, si on ne fait que utiliser cet appareil-là pour des situations très complexes. Comme je vous dis, dans des situations simples, pour prévoir un prochain rendez-vous, pourquoi pas? Mais il faut se limiter à des choses simples. En effet. Et docteur Leanza, j'aimerais savoir, que peut-on faire d'autre pour améliorer la situation, pour rendre les communications encore plus sûres? Quelle est la prochaine étape? Ce que je peux vous dire, c'est que au Québec, je suis à la tête d'un projet qui veut justement standardiser la formation des interprètes. On va offrir une plateforme où les interprètes pourront venir suivre un cours et ainsi avoir une forme de certification qui serait reconnue dans la province. Et ça, je pense que ça devrait être quelque chose de standard un peu à travers le Canada. Et je sais qu'il y a d'autres provinces où il y a une forme de reconnaissance de certains certificats, mais il y a pas comme un standard national de ce que devrait être l'interprétation et la formation des interprètes. Donc ça serait quelque chose à faire à moyen ou plus long terme. Il y a aussi, bien entendu, il y a toutes sortes d'initiatives, mais je ne pourrais pas vous en citer une en particulier, où les institutions établissent des liens privilégiés avec des représentants de certaines communautés qui fréquentent beaucoup leurs institutions. Et ça c'est en complément du travail avec interprètes, quelque chose d'absolument nécessaire, justement pour montrer aux intervenants, faire comprendre aux intervenants et à l'organisation plus largement quels sont les besoins, les attentes et comment y répondre aussi auprès de ces communautés-là. Donc, établir des liens privilégiés avec des représentants des communautés, ça fait aussi partie des compétences interculturelles, organisationnelles. Parfait. Merci beaucoup, Dr Leanza, d'avoir participé à ce balado. Je vous en prie. Merci à vous.
Cette tendance devrait s'accentuer car de plus en plus d'hôpitaux ont recours à des services de traduction médicale. Que peuvent donc faire les hôpitaux pour améliorer la communication avec tous les patients, quel que soit leur niveau d'éducation et leur langue? Consultez le rapport sur le site web de l'UCIS. C'est le icis.ca. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre balado sur votre lecteur préféré. Ici, Ali Agnan, à très bientôt.